Merci Emmanuel et merci de nous donner l'opportunité de présenter ce programme INRA sur les services rendus par les écosystèmes agricoles et forestiers. Alors, que signifie cette notion de service écosystémique ou service des écosystèmes? Donc, ce sont les bénéfices que les humains tirent des écosystèmes. C'est une notion qui s'est vraiment développée avec la publication de ce qu'on appelle le MEA, le Millennium Ecosystem Assessment en 2005. Et donc c'est un rapport de l'ONU qui faisait état donc, de ces services rendus par les écosystèmes et qui proposait une typologie en quatre services. Donc tout d'abord les services dits d'approvisionnement, donc ce sont ceux qui sont en lien avec les ressources directement exploitées par l'homme, la nourriture, l'énergie, l'eau. Les services de régulation en lien avec les mécanismes responsables de la régulation du climat, des populations ravageurs, de la prévention des inondations par exemple. Les services culturels en lien avec les aspects récréatifs, esthétiques, culturels, spirituels, des services très importants pour le végétal spécialisé que l'on voit aujourd'hui. Et puis les services de soutien qui sont en lien avec des processus qui sont eux-mêmes à la base du fonctionnement des trois premiers. Donc tout ce qui concerne l'exploitation des ressources, la fertilité des sols, les cycles biogéochimiques ou la pollinisation. Alors d'autres notions sont apparues par la suite, j'en parlerai dans l'exposé, c'est ces notions de services intermédiaires, où là le premier bénéficiaire est l'écosystème lui-même, et c'est complété par la notion de services finaux, où le bénéficiaire est réellement lui. Et puis on voit aussi, à côté de la notion de service, la notion de disservice ou la notion de nuisance. Alors disservice, c'est les cas où on considère que le service n'est pas totalement rendu. Et à ce moment-là, certains font appel à cette notion de disservice que j'aime pas trop, mais c'est pas typiquement une présence trop importante de moustiques, par exemple, dans des zones humides. Ou alors cette notion de nuisance qui, elle, est plutôt relative à l'activité agricole en elle-même et à l'impact sur l'environnement de l'utilisation de produits chimiques de synthèse notamment. Alors, cette notion de service systémique, elle nous vient vraiment du monde de l'écologie et de la biodiversité. Et ça se voit très bien au travers, par exemple, de ce schéma-là qui a été publié dans le MEA, où vous voyez la place de la biodiversité essentielle au centre du diagramme. Et puis la seule notion relative à la gestion de l'espace, donc c'est le land use. Par contre, les aspects agricoles de gestion, vous voyez qu'ils sont vraiment absents. Alors, quel est l'intérêt de cette notion par rapport à ce qui existait auparavant? Je vous rappelle qu'auparavant, c'est plutôt le concept de multifonctionnalité de l'agriculture que l'on adoptait. Et vous avez évoqué les accords de Marrakech, c'est un moment où justement ce concept-là n'a pas du tout été validé. Alors, je crois qu'il faut bien voir que par rapport à cette notion de multifonctionnalité, la notion de service écosystémique, elle concerne donc le bien-être humain, c'est la cible, intéressant, c'est pas que la cible agricole. Elle concerne tous les écosystèmes, agricoles, forestiers, lacustres, marins, urbains, très important aussi pour vous. Elle concerne de nombreux acteurs et porteurs d'enjeux des territoires, et puis de nombreuses disciplines scientifiques, aussi bien du côté des sciences humaines et sociales que des sciences biotechniques, que des sciences écologiques. Donc c'est vraiment une notion qui est partagée par plusieurs scientifiques. Et puis elle doit permettre de faire évoluer le mode de gestion d'un espace. Et ça notamment en identifiant les relations entre services. C'est-à-dire qu'on parle de synergie entre services ou d'antagonisme entre services. Ça, c'est vraiment intéressant. Elle favorise les conditions d'une concertation entre les parties prenantes. Et puis, elle doit vraiment aider à définir des modes d'incitation au niveau territorial, au niveau local, au niveau national, au travers des politiques publiques. Alors, ceci étant donc, elle a pour le moment très peu été appropriée dans le monde de l'agriculture au sens large. Si on regarde la PAC en cours 2014-2020, le PNDAR en cours 2014-2020 ou le plan agroécologie pour la France, c'est une notion qui n'est toujours pas incorporée dans ce type de politique publique. Alors, et ça, c'est notamment en lien avec des travaux en cours que je vous ai présentés ici. On a regardé donc, tous les documents qui sont relatifs aux services écosystémiques. On en a trouvé 12 000 à peu près depuis une quinzaine d'années. Et on a cherché à comptabiliser les documents qui traitent soit d'un seul service, soit de deux ou plus de deux services. Puisque en agriculture, ça a été évoqué tout à l'heure, on va vraiment avoir à gérer un système
pour maximiser plusieurs services, et s'il a des services antagonistes, pour donc optimiser plusieurs services. Et on a fait ça avec une plateforme d'analyse textuelle qui s'appelle Cortex, qui est développée à l'INRA en région parisienne. Et vous voyez là que finalement la majeure partie des travaux relatifs aux services écosystémiques aujourd'hui dans le monde de l'agriculture ne traitent qu'un seul service, et donc on est loin de cette gestion multiservice. Une autre particularité de l'agriculture, et c'est symbolisé sur ce diagramme-là, qui est issue de ce qu'on appelle une expertise collective INRA, celle relative au lien entre agriculture et biodiversité, qui a été pilotée par un collègue Xavier Leroux qui date de 2009, et qui fait vraiment apparaître le fait que pour les agroécosystèmes, finalement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une partie des services, le bénéficiaire, c'est vraiment l'agroécosystème lui-même. Et donc, là, tout à l'heure, j'ai appelé la notion de service intermédiaire, on trouve aussi la notion de service intrant, et vous voyez la liste de l'ensemble de ces services intrants. Donc, on distingue vraiment les services pour l'agroécosystème, des services finalement rendus ensuite par l'agroécosystème. Bon, là, la répartition avait été faite en fonction d'une production assurant un revenu agricole ou non. C'est pas forcément la meilleure des typologies, mais c'est vraiment l'esprit dont qu'il faut garder à l'esprit. Et finalement, gérer un agroécosystème, ça va vraiment vouloir dire chercher à maximiser ses services intrants. Et dans le cas de l'agriculture biologique, ça va vouloir dire se baser principalement, voire uniquement, sur cette gestion des services intrants. Donc c'est vraiment une notion très très importante pour l'agriculture. D'où les objectifs donc, de ce métaprogramme pour l'INRA, qui va être, il a été lancé il y a un an, qui va vraiment être de produire des connaissances selon une approche systémique sur le fonctionnement des espaces agricoles et forestiers et en tenant compte des composantes écologiques, des composantes humaines et des interactions entre elles. Et puis proposer aux parties prenantes d'un espace rural les moyens de le gérer dans le but d'optimiser les services que cet espace procure en se préoccupant du long terme. Alors pour conduire ce programme, pour développer les travaux, on a proposé un cadre conceptuel qui vous est présenté sur ce schéma-là, où vous voyez que d'un côté, donc, nous faisons apparaître l'écosystème avec sa structure et un ensemble de processus dynamiques qui ont lieu en son sein, de nature biophysique ou biologique, écologique, ça c'est cette partie-là, en interaction donc avec le système social. Donc l'ensemble des porteurs d'enjeux, organisés ou non selon différentes structures et institutions, et dans lesquels on trouve des processus de régulation, de concertation, de marketing, ça a été évoqué tout à l'heure, d'apprentissage. Et donc finalement, ces écosystèmes délivrent des services perçus, évalués par le socio-système, qui va alors définir différentes stratégies techniques pour gérer l'agroécosystème à plusieurs échelles, en mobilisant plusieurs leviers. Et Isabelle vous donnera un exemple tout à l'heure de ce levier que l'on cherche à mobiliser. Et finalement, pour conduire ce métaprogramme, on a positionné sur ce cadre conceptuel 4 principaux axes de recherche. Donc le premier, il est vraiment relatif au fonctionnement des agroécosystèmes. Le deuxième, à la quantification, à l'évaluation des services. Le troisième ici, donc à la recherche de compromis entre services à différentes échelles spatiales et temporelles. Et le quatrième, il est relatif à l'appui aux politiques publiques par des instruments multiservices et multi-acteurs. Je voudrais en 3 minutes vous illustrer quelques exemples donc, de travaux que l'on cherche à faire. Alors, le premier, donc relatif au premier axe, il est vraiment en lien avec l'effet de la diversité biologique sur le fonctionnement de l'écosystème. Et là, si vous voulez, nous, pour l'INRA, derrière cette diversité biologique, on va mettre l'accent à la fois sur la diversité planifiée au travers donc, du choix des espèces, du choix des variétés de chaque espèce et de leur organisation dans l'espace, à l'échelle de la parcelle ou du paysage. Donc ça c'est vraiment un axe très important. Le deuxième, il est vraiment relatif à cette identification, quantification, évaluation des services. Puisque aujourd'hui, tout le monde parle des services, mais par contre, quand on creuse un petit peu et qu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les processus, les fonctions, comment est-ce qu'on les quantifie, comment est-ce qu'on les évalue, quelle est la valeur économique, quelle est la valeur monétaire, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Et par exemple, il y a eu des travaux récents très intéressants autour
de la quantification et de l'évaluation du service de pollinisation. Et donc ça, c'est un axe majeur pour le métaprogramme. Et ça s'inscrit aussi dans un programme national développé au ministère de l'écologie, dont l'acronyme est EFES, Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Autre exemple, donc, tout ce qui est cette recherche des compromis. Alors ça, il y a une publication très intéressante donc, de Bennett là, 2009, où il a cherché justement à identifier quel était l'impact d'une pratique, enfin ici vous avez fertilisant, traçage de sentiers, boisement de prairies, donc sur différents services. Et est-ce que l'effet est tout le temps positif ou pas? Et est-ce qu'entre les services rendus, là encore, il y a des interactions ou non? Et donc, vraiment une question importante et essentielle, c'est de dire quelles sont les interactions fonctionnelles entre services au sein de l'écosystème, et puis, est-ce que ces interactions vont être stables ou non au cours du temps? Et enfin, dernier élément, c'est l'échelle spatiale, avec ce territoire qui est vraiment une échelle clé pour la gestion multiservice. Et la première question, c'est ce qu'on, alors en anglais, on appelle ça land sharing, land sparing. En français, on traduit plutôt ça par agrégation, désagrégation. Alors c'est symbolisé ici, à savoir, est-ce que l'on va chercher à concentrer certains écosystèmes avec certains services rendus, ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt chercher, vous voyez, à les disperser dans l'espace? Et cette notion-là, on peut l'avoir à l'échelle d'une parcelle agricole, on peut mettre une haie en bordure de champ ou au sein du champ, et à ce moment-là, on fait de l'agroforesterie. On peut regarder ça donc à l'échelle d'un versant. Est-ce qu'on va concentrer certaines cultures en bas du versant ou pas? Et où est-ce qu'on peut regarder ça à l'échelle régionale, nationale? On peut même aller jusqu'à l'échelle mondiale, mais ça ne concernera pas ce métaprogramme-là, mais c'est vraiment une question essentielle. Et la deuxième, elle est vraiment illustrée par ce tableau là d'un auteur qui s'appelle Fischer, ou qui nous dit, attention, derrière cette notion de service, il faut vraiment savoir qui sont les producteurs et qui sont les bénéficiaires, puisque c'est ça qui va nous finalement délimiter le périmètre du système auquel on doit s'intéresser. Et là, sur ce tableau-là, je suis désolé pour, je crois que mes collègues, là, ils ont du mal à le voir, si vous voulez, il a vraiment cherché à définir si producteurs et bénéficiaires sont localisés au même endroit, c'est ici en haut à droite, c'est par exemple typiquement des bois communaux. Ici, donc vous voyez où les bénéficiaires sont bien au-delà des producteurs, c'est typiquement système de cueillette. Ici, les services exportés sont au-delà de la production, c'est typiquement ce qui est en lien avec les services de qualité des eaux, de protection des crues. Et c'est aussi le cas là où, sur une échelle encore plus large, c'est typiquement le service de régulation climatique où finalement on stocke du carbone dans un endroit, mais on espère un effet sur le climat à beaucoup plus large échelle. Et donc vous voyez que c'est vraiment cette intégration à plusieurs échelles qui va être indispensable de réussir pour pouvoir assurer cette optimisation entre les services écosystémiques et entre ces producteurs et bénéficiaires de différents services. Maintenant, je vais passer la parole à Isabelle qui va vous expliquer, qui va vous donner un exemple de levier que l'on peut actionner, notamment le levier génétique, c'est une généticité. Merci Guy. Donc le challenge c'est de vous illustrer tout ça en 5 minutes, mais je vais essayer. Donc d'abord, savoir que dans l'agroécosystème, on a effectivement des organismes vivants, et que ces organismes vivants, ils vont être distribués, on peut les définir à différents niveaux d'organisation, l'organisation du vivant. Donc le gène pour parmi les plus petites organisations, niveau d'organisation du vivant, l'individu qui va donc être un ensemble de gènes, le génotype, et puis ces individus qui vont s'assembler en population appartenant à une espèce ou plusieurs, et enfin un ensemble d'espèces qui va constituer ce qu'on appelle la communauté. Donc plusieurs niveaux d'organisation du vivant, tout cela distribué sur plusieurs échelles spatiales au sein de l'agroécosystème, à savoir le territoire, parmi donc, les plus grandes échelles spatiales envisagées, le paysage, l'exploitation agricole ou encore la parcelle, donc, qui est en l'occurrence la plus petite qu'on va envisager dans cet exposé. Et puis tout ça varie dans le temps, on sait qu'à un moment donné on n'a pas forcément les mêmes couverts qu'à un autre instant, et donc on a une notion d'échelle temporelle aussi à prendre en compte. Et à chacun de ces niveaux d'organisation et d'échelle spatio-temporelle, on va trouver des leviers d'action sur quoi? Sur les services afin de les améliorer, les optimiser les compromis tels que l'a énoncé Guy.
Et parmi ces services, parmi ces leviers d'action, on a le levier génétique et donc la composition génétique de ce qu'on va semer, d'où l'importance de la création variétale sur l'amélioration et l'optimisation des services. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans le reste de l'exposé. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant la diversité génétique dans l'amélioration des services? Mais d'abord, la diversité génétique, je vais vous expliquer pourquoi elle a une influence sur la production de biomasse des peuplements, par exemple, semés, et que cette production de biomasse, comme on l'a vu, elle est à la base des services intrants, les services supports donc de l'écosystème, et des services tels que le rendement pour la production qui est exportée, donc les services à revenus agricoles. Donc il y a une théorie en écologie qui dit que lorsqu'on va assembler des espèces ensemble, si elles sont complémentaires sur l'acquisition et l'exploitation et les besoins en ressources, à ce moment-là, on va diminuer la compétition entre ces espèces et donc on va optimiser la coexistence et la production de ces espèces au sein des peuplements. Donc c'est ce qui est illustré ici. Donc là, vous avez l'axe d'utilisation des ressources en abscisse et vous avez différentes espèces, donc en jaune l'espèce A, en rouge B, en bleu C et l'espèce D en vert. Et quand on voit que les espèces se distribuent de façon éloignée comme la A, la jaune et la verte, là, sur cet axe-là, on imagine qu'elles ne se gênent pas et donc elles sont assez complémentaires puisque on a peu de compétition entre elles. Par contre, l'espèce B et C, on va sûrement obtenir une exclusion d'une des deux espèces. Mais l'espèce, c'est pas qu'une valeur, c'est aussi une variante, parce que les espèces, elles sont constituées d'individus, et ces individus, donc c'est un ensemble de génotypes, un pool de génotypes variables, et donc quand on met cette variabilité de l'espèce sur cet axe d'utilisation des ressources, on va obtenir plutôt ça, donc ces courbes de Gauss, et à partir de là, on voit qu'effectivement, selon le génotype qu'on va envisager pour l'espèce à semer, eh bien, on va se retrouver dans des zones de chevauchement qui vont donc être des zones de compétition assez fortes et voire même d'exclusion de génotypes. D'où l'intérêt de considérer la composition intraspécifique, donc la composition génétique des espèces que l'on sème, et en particulier la diversité pour maximiser l'utilisation des ressources le long de cet axe et choisir les bons génotypes. Donc une vraie plus-value qu'on pourrait mettre en évidence de la diversité génétique intraspécifique pour augmenter la complémentarité. Donc j'ai plusieurs exemples, mais je vais en passer seulement deux sur cette notion de plus-value de la diversité génétique et de la production de biomasse. Donc là, vous avez à l'image, à l'écran, une photo d'une expérimentation qui a été conduite à l'INRA de Lusignan dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle 13, un projet BioAdapt. Et donc vous avez des petits bacs dans lesquels on a mis des communautés. Et ces communautés, elles sont constituées de quoi? Donc il y a des petits bacs où on a donc, des graminées et des légumineuses, luzerne, dactyle régrin fétuque pour les graminées et légumineuses, luzerne et trèfle. Donc ils sont mis en mélange dans ces petits bacs. Et puis on a des bacs où les espèces sont en pur. Et à partir de là, donc vous avez les monocultures symbolisées ici, les plurispécifiques, donc les mélanges ici. Et ce qu'on a fait varier, c'est qu'au sein des mélanges, en fait, les espèces n'ont pas le même nombre de génotypes. Donc vous avez des mélanges où les espèces ont seulement un génotype par espèce, donc qui compose le mélange. Vous avez des mélanges où les espèces composant le mélange ne contiennent que 5 génotypes, et puis d'autres où il y en a 10. Et tout ça a été cloné, répliqué et mis sous contrainte hydrique et en conditions irriguées. Donc deux traitements différents. Ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est les résultats suivants. Donc si vous regardez les graphes à votre gauche, vous voyez le monospécifique de ce côté, le plurispécifique ici. Et donc en noir, vous avez ce qui est en irrigué et en rond blanc, les stress hydriques. Et donc un total de biomasse cumulée sur l'année, ce qu'on observe, c'est que on a une plus-value de la diversité génétique, non pas en irrigué, mais en conditions de stress hydrique. De la même façon, sur ce graphe-là, qui est l'effect size, qui donne en fait une estimation de la réponse au stress hydrique des peuplements, parce que c'est le log du ratio production en sec, production en irrigué. On voit qu'au niveau du plurispécifique, on est quasiment à 0, donc on a une bonne réponse de la production sous stress hydrique, mais en tout cas meilleure qu'en monospécifique. Et ici, vous avez les coefficients de variation temporelle de la production,
et on voit que les coefficients de variation temporelle au niveau, en tout cas en irrigué, du plurispécifique sont inférieurs au monospécifique, donc une plus grande stabilité temporelle de la production lorsqu'on est en plurispécifique. Donc là, on voit la plus-value du plurispé sur le monospé, sur ces variables-là. Et quand on regarde pour les mélanges qui sont en plurispécifique, l'impact de la diversité intraspécifique, donc un génotype, deux génotypes ou 10 génotypes dans les espèces, ce qu'on voit, c'est à peu près le même pattern, excepté pour la biomasse totale où on n'a pas de différence selon la diversité génétique intraspécifique. Par contre, on répond beaucoup mieux au stress hydrique ici, puisqu'on voit qu'on a peu de différence de production en stress et en irrigué lorsqu'on a 10 génotypes au lieu de 5 ou 1 dans les espèces. Et ici, sur le coefficient de variation temporelle, de la même façon, on est plus stable avec des coefficients de variation plus faibles lorsqu'on a plusieurs génotypes dans les espèces que lorsqu'on en a peu. Donc c'est assez rapide, je suis désolée, mais j'espère que vous avez tout suivi. Et en gros, ce qu'il faut retenir de la diapo, c'est que quand vous avez de la diversité génétique, donc intraspécifique à l'intérieur des espèces, eh bien, on va améliorer, grâce à ça, la réponse au stress hydrique et on stabilise la production de biomasse, donc service intrant et service de production. Je vais passer cette diapo-là qui dit à peu près la même chose, sauf que la diversité génétique, elle, au-delà de stabiliser la production, elle maintient mieux l'équilibre des espèces à l'intérieur des mélanges. Ce qui se passe, c'est que quand on a plus de diversité intraspécifique, on va se retrouver à maintenir la coexistence des espèces de façon plus équilibrée au cours du temps. Et alors, juste pour vous illustrer la plus-value de la diversité intraspécifique, donc en bord génétique, sur d'autres services que celui de production et service intrant, un exemple qui a été conduit sur le blé. Donc, vous avez des parcelles de blé qui ont été semées avec une seule variété de blé, donc un seul génotype, et puis des parcelles de blé qui ont été semées avec plusieurs mélanges, enfin avec plusieurs variétés, donc plusieurs génotypes de blé en vert, et ils ont positionné des pièges, et ensuite ils ont regardé ce qu'ils trouvaient à l'intérieur de ces pièges en termes d'organismes associés à la culture, et ce qu'on voit, ce qu'ils constatent, c'est que donc sur ces graphes-là, que je vais du coup pas détailler, c'est qu'on a non seulement des différences d'abondance des organismes associés aux cultures que l'on trouve en monovariétal ou en plurivariétal, avec plus d'organismes, en termes d'abondance d'organismes associés dans le plurivariétal, donc plusieurs génotypes. Et en plus de l'abondance supérieure, on a aussi une plus grande diversité des organismes qui sont trouvés à l'intérieur des parcelles. Et ça en particulier sur tout ce qui est colangole et araignée. Alors ce que ça montre là, ce qu'on peut retenir, c'est que la diversité génétique qu'on a introduite dans le blé dans ce contexte-là a amélioré le service de régulation des populations spontanées associées aux cultures, et en particulier les auxiliaires, donc sur les espèces prédatrices, et que ça c'est lié à une hétérogénéité d'architecture au niveau des plantes, et donc à une hétérogénéité de niches pour les organismes associés. Et en plus, quand on regarde l'identité des organismes, on voit que par exemple pour les colangoles, ce sont des organismes qui se nourrissent pas mal de débris végétaux et de micro-organismes du sol. Donc on a un impact sur, on peut imaginer, quantifier, ça n'a pas été fait mais on pourrait le faire, un impact sur la microfaune, microflore du sol et du coup la matière organique du sol. Donc voilà, j'ai fini. Et je conclus en vous disant que l'optimisation des services attendus dans les agroécosystèmes, là on a vu à un niveau d'organisation celui de l'espèce et l'intraspécifique, mais ça peut se faire à différents niveaux spatio-temporels et d'organisation du vivant. Donc ici, on a mentionné qu'il était important de définir les compositions génétiques des cultures, mais aussi des animaux pour améliorer les services et optimiser les compromis. Les pratiques culturelles et les pratiques d'élevage ont aussi un rôle important à jouer, ça n'a pas été illustré ici, mais ça l'est. Et puis l'aménagement des paysages, donc à des échelles spatiales supérieures à la parcelle, et évidemment, on l'a vu d'ailleurs avec le premier exposé, la gouvernance des territoires avec les politiques publiques, etc. Ce qui manque juste un tout petit
peu, c'est le lien avec le sujet compétitivité. C'est-à-dire, finalement, d'une part, est-ce que cette notion de service donne à la compétitivité un éclairage intéressant, particulier, spécifique, et réciproquement, est-ce que, en se posant la question de la compétitivité, on a une façon de regarder la notion de service qui est différente de celle qu'on aurait si on ne s'intéressait pas à la compétitivité? Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Derrière cette notion de compétitivité, donc il y a plusieurs notions que l'on peut aller rechercher. Donc, soit, je crois que vous l'avez appelé soit derrière le produit monétaire assuré par la filière, soit en y associant donc ce qu'on pourrait appeler d'autres services que le seul service de production. Et donc tout l'enjeu, c'est bien de chercher pour un végétal spécialisé à identifier l'ensemble des services que pourraient rendre des agroécosystèmes basés sur des végétaux spécialisés. Quels sont ces services? Les évaluer, les quantifier, les évaluer. Et à partir de ce moment-là, proposer de les inclure dans une politique visant à promouvoir une filière. Donc, pour moi, c'est en ce sens que cette notion de service, elle est importante pour faire évoluer nos politiques actuelles, et notamment cette compétitivité. Mais ça suppose donc d'élargir au-delà du seul service de production ce que l'on attend d'un écosystème. Et c'est vrai que tout ce qui concerne notamment les services culturels a beaucoup d'importance avec les végétaux spécialisés, l'horticulture, pas que ceux-là, mais ceux-là sont très importants. Et puis toute la question aussi de la pollinisation, un énorme débat aujourd'hui sur celui-là, et là il est clair que ces végétaux ont un rôle très important. Tu évoquais un petit peu dans la question des compromis entre services. Et du coup, je me demandais comment on pouvait faire une optimisation à partir du moment où certains de ces services sont non marchands. Et donc, sur quelle base on optimise? C'est-à-dire quelle valeur on attribue au fait d'avoir plus de biodiversité par rapport à plus de production ou plus d'esthétique dans un paysage. Comment on fait l'optimisation? Sur quelle base on peut faire l'optimisation et comment on rend ça dans un modèle? Ça, c'est une véritable question de recherche. Hein. C'est vraiment c'est vraiment le cœur du troisième axe du métaphore, puisque je n'ai pas la réponse à cette question-là. Et elle va dépendre d'une situation donnée. C'est pour ça qu'il est très important de localiser, de territorialiser. D'accord? Donc, puisque chaque groupe va avoir à pondérer ce qu'il attend d'un écosystème ou d'un paysage, ce qu'il attend des différents services que doit rendre cet écosystème ou ce paysage, et à partir de là, il va pouvoir engager une recherche de compromis, d'accord? Et sachant que cela va probablement passer par une métrique commune à tous les services rendus, et c'est là où donc une évaluation économique de type monétaire peut être cette métrique, sachant qu'elle fait débat, puisque à partir du moment où on monétarise ce service, on va vers ce que certains appellent une marchandisation de la nature. Mais derrière ta question, je pense que c'est cette question-là et ce débat-là qui se pose. Il y a ça, et puis il y a aussi la question des interactions entre les différents acteurs qui sont sur un même territoire ou qui sont utilisateurs d'un même écosystème et qui peuvent avoir une pondération complètement différente dans la valeur des différents services. Exactement. Je pense qu'effectivement, la notion de pondération du service en fonction de l'interaction des acteurs est extrêmement importante, c'est ce que je voulais rajouter. Je trouve que le diagramme de Fischer est intéressant parce que derrière sa question, je pense qu'on retrouve cette histoire de bénéficiaires-producteurs. Et probablement, il n'y a pas que des bénéficiaires, il y a aussi des perdants. Et ça, dans le discours actuel
autour des services, les bordants apparaissent assez faibles. Pour prolonger la même question, il n'est même pas certain qu'une fois qu'on est monétarisé, il faudra se méfier beaucoup de l'additivité des différents trucs. C'est-à-dire que voilà, on a beaucoup ce type de questions sur les biocarburants ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut additionner tous les services? C'est pas du tout évident que ce soit la distribution systémique, c'est pas du tout évident que ça soit. D'accord.